Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. Il avait promis de renverser la table pour rendre sa grandeur à l'Amérique, à tel point qu'il se voyait déjà adoubé pour faire un troisième mandat en théorie impossible. Souvenez-vous de la phrase qu'il avait prononcée devant les chrétiens conservateurs l'été dernier pendant la campagne. Sortez et allez voter. Dans 4 ans, vous n'aurez plus à voter. Nous aurons tellement arrangé les choses que vous n'aurez plus à voter. Aujourd'hui élu, dans une interview au magazine The Atlantic, il confie qu'il dirige le monde et s'amuse beaucoup. Visiblement les autres, un peu moins. 100 jours au pouvoir plus tard, les Américains ont déchanté. Il est le président le plus impopulaire à ce stade de son mandat depuis 80 ans. En cause, les bras de fer perdus de l'homme d'affaires face à Xi Jinping et face à Vladimir Poutine. Le tout dans une économie en berne qui a poussé les grands patrons à monter au créneau pour inciter Donald Trump à faire marche arrière dans la guerre commerciale qu'il a déclarée à toute la planète. 100 jours, Trump et le monde, qui a mis l'autre KO? C'est la question du grand dossier ce soir. Partons tout de suite aux États-Unis. Retrouver notre correspondante Justine Jankowski. Bonsoir Justine. Après 100 jours de chaos, Donald Trump marque ce soir ce cap symbolique dans le Michigan, un État clé qu'il avait fait basculer dans le camp républicain le 5 novembre dernier. Oui, le Michigan, finalement, c'est un peu l'État synonyme de son ascension politique. C'est là-bas qu'il a tenu à chaque fois, à chaque campagne, ses derniers meetings, que ce soit en 2020, quand il l'avait perdu, ou en 2024, il y a quelques mois, quand il l'a récupéré à un cheveu. Finalement, le Michigan, vous savez, c'est un État ouvrier, c'est le bassin de l'automobile aux États-Unis, et c'est la population à laquelle Donald Trump s'adresse le plus. Les cols bleus, celui qu'il considère comme les oubliés de la bureaucratie de Washington, ces hommes et ces femmes qui sont des travailleurs qui s'échinent à l'usine. Et d'ailleurs, rappelez-vous, quand il a prononcé son grand discours à la Maison-Blanche, qu'il a appelé Liberation Day, le jour de la libération, son grand discours sur les droits de douane, eh bien, il était justement entouré d'ouvriers avec un casque de chantier sur la tête. Et ces ouvriers, eh bien, ils venaient du Michigan. C'est pour toutes ces raisons que le Michigan, c'est un État symbolique pour Donald Trump. Et c'est pour ça qu'il s'adressera aux Américains aujourd'hui. D'ici quelques heures, ce sera à minuit, heure française. Merci beaucoup Justine Jankowski avec Mathieu Derrien. Vous restez avec nous, on va aller plus loin dans le grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir le général Dominique Trinquant, bonsoir. Bonsoir. Ancien chef de la mission militaire de l'ONU. Marc Semo, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions étrangères, collaborateur au Monde et à Challenge. Maud Kessar, bonsoir. Vous êtes directrice du domaine Euratlantique à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et spécialiste de politique étrangère américaine. Vous le savez, parfois, un dessin vaut mieux que 1000 mots pour résumer une situation. Regardez celui du dessinateur Plantu, les 100 jours de Trump. 1 comme first, dit Donald Trump, et 00 comme 00 répond le reste de la planète, qui n'est pas le seul à avoir le blues. Time Magazine fait le bilan en une. Dealing with it. On fait avec, et c'est un clin d'œil à la une que vous voyez à droite de l'écran, qui date de 2015, il y a 10 ans, où ils avaient écrit « Deal with it, débrouillez-vous avec ça ». Pour ces 100 jours au pouvoir, Donald Trump a accepté une interview au magazine The Atlantic, et il dit « La première fois, donc lors de son premier mandat, j'avais 2 choses à faire, diriger le pays et survivre. Je devais faire face à tous ces escrocs et cette fois-ci, je dirige le pays et le monde. Je m'amuse beaucoup vu ce que je fais. Vous savez, ce que je fais est vraiment sérieux. » Général, un président américain devrait-il dire ça ? Non, mais le problème, c'est qu'après 100 jours, pour reprendre la caricature présentée au début, le bilan est quand même très faible. Le seul bilan qu'on peut lui reconnaître, c'est le chaos. Il a mis le chaos. Les négociations, on ne sait pas très bien où on en est, avec l'Ukraine et avec la Russie. Avec l'Iran, on ne sait pas trop. Les taxes, on voit que c'est un aller-retour en permanence. Donc voilà, il a mis en place le chaos, donc je comprends qu'il puisse s'amuser. Ça l'amuse beaucoup de mettre le chaos. Il est probable que le reste du monde s'amuse beaucoup moins.
Et à chaque fois qu'il fait une déclaration, je dis toujours, attendons 48 heures, qu'il fasse la déclaration inverse, au moins, pour voir un petit peu comment évolue les choses. Mais le chaos, c'est une façon de désorganiser le monde. D'ailleurs, dans la presse russe, on en parle beaucoup. On dit, c'est fantastique, Monsieur Trump est en train de détruire le monde. Et ça nous intéresse beaucoup. Donc, pour qui roule-t-il? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Maud Kessar. Alors, Général, vous l'aurez appelé, est-ce que Trump ne roule pas pour les Américains d'abord? C'est toujours ce qu'il a énoncé. Il va se prononcer dans le Michigan aujourd'hui. Et vous le rappeliez, c'est un point clé. Mais surtout dans cet entretien à The Atlantic, qui ne lui a pas été accordé, que Trump a repris la main sur cet entretien et c'est lui qui l'orchestre. Et qu'est-ce qu'il dit dans cet entretien? Il dit qu'il a réussi un formidable comeback. Donc il n'est pas du tout dans cette lecture que nous avons et qui est celle que nous avons de ce côté de l'Atlantique et que le monde entier a, un monde sous tension, avec un chaos de l'ordre international renforcé par la présidence Trump. Mais lui, son récit à lui, c'est de dire qu'il a réussi un formidable comeback et surtout qu'il peut expliquer aux journalistes de The Atlantic, qu'il aurait oublié, que lui, il a été élu 3 fois à la tête des États-Unis et qu'il assure en ce moment sa revanche. Donc la lecture des 100 jours par Donald Trump n'est pas la même que celle que nous avons, je dirais, in real life, alors que Trump, lui, commente dans son monde virtuel qui est celui de Trump Fake News. Ça illustre bien l'égocentrisme du personnage. Marc Fesneau. Il avait promis de renverser la table pour rendre l'Amérique plus grande. Il a renversé la table, mais il a rendu l'Amérique plus petite. Parce que si on fait le bilan des gens en 100 jours, c'est accablant. C'est les alliés insécurisés, l'OTAN en totale perte de crédibilité, parce qu'à partir du moment où vous mettez des doutes sur l'article 5, tout ce qui est le ciment même de l'Alliance Atlantique s'effondre, le chaos dans l'ordre économique, les tarifs douaniers, effectivement, le pire ennemi de l'Amérique n'aurait pas pu rêver mieux. Et ça, en 100 jours, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire ce qui était la nation indispensable, pour reprendre la phrase de Madeleine Albright, cette espèce d'idée d'une Amérique qui avait une mission dans le monde. Aujourd'hui, c'est un pays avec une vision impérialiste qui se replie sur lui-même. Ce qui est fascinant, c'est cette espèce de mimétisme avec Poutine, avec effectivement en commun cette vision du monde de 2 pays, que le monde appartient aux grands pays qui se partagent leurs zones d'influence et au sein de ces zones d'influence, ils font ce qu'ils veulent. La machine Trump, l'homme de l'art du deal, c'était son best-seller, s'est grippé. Comment et est-ce irréversible? Avant de vous entendre chacun sur ce point, on vous a demandé, avant l'émission, de choisir une image forte qui symbolise ces 100 jours. Et Maud, on commence avec vous. Et les tarifs douaniers. Alors moi j'ai choisi celle-ci, cette image-là, Liberation Day. Est-ce que c'était vraiment le jour de la libération pour les États-Unis ou au contraire le point de bascule pour les États-Unis? Puisque ce qui risquerait de faire basculer Trump, c'est justement sa politique commerciale et économique, alors qu'il a raconté partout dans son grand récit qu'il était meilleur que le président Reagan, qu'il était nul en économie et que lui, même s'il avait des points de commun avec ce grand président républicain vainqueur de la guerre froide, lui, il allait réussir à gouverner le monde en faisant le prof d'économie mis en scène avec un tableau et des chiffres faux, comme la plupart de ceux qu'il utilise généralement quand il fait des apparitions télévisées et mises en scène. Donc effectivement, un jour particulièrement représentatif de la présidence Trump, mais aussi du fait qu'effectivement, il s'attaque au monde entier. Tous les tarifs, tous les droits de douane s'appliquent au monde entier, et à commencer par l'Asie et par l'Europe, même si tous les chiffres qui sont sur cette photo-là ont été démentis et aujourd'hui ne sont plus valides à l'heure où nous parlons. Rappel des faits. Le fact-checking by Maud Kessar. Marc Fesneau, vous, c'est une image qu'on avait un peu oubliée et qui pourtant avait fait le tour du monde aussi. Absolument. Alors, j'adore cette photo parce que c'est le roi du deal dans toute sa splendeur. C'est le roi du deal devant d'ailleurs des cartes achetées sur Amazon, du Canada, du Groenland et de Panama, où il explique ses ambitions sur ces territoires qu'il veut annexer. Alors, il en avait parlé, c'est cette carte justement, avant même son intronisation. Alors à l'époque, on avait pensé que c'était une énième provocation de Donald Trump. Il en fait souvent, que ça allait passer à autre chose. Mais non. Une fois installé dans le bureau ovale, il a continué, il est revenu à la charge, y compris parce que
et là-dessus, il a raison, ce sont des territoires qui sont fondamentaux pour la sécurité des États-Unis, mais est-ce que s'y prendre comme ça en disant, voilà, je vais les acheter, je vais les annexer, et y compris par le recours, en excluant rien, y compris le recours à la force, c'est peut-être pas l'idéal. Alors ça marche avec le Panama, où les États-Unis, Trump craignait l'influence chinoise, où le Panama a annulé les contrats pour des installations portuaires avec la Chine. En revanche, au Groenland comme au Canada, ça a eu l'effet diamétralement opposé. On vient de le voir aux élections canadiennes où les libéraux qui étaient totalement donnés d'effet ont réussi à profiter de ce sursaut national et ont d'une courte tête gagné l'élection. C'est vrai au Groenland aussi, où les 57 000, ils sont 57 000, les Groenlandais, veulent l'indépendance par rapport au Danemark, mais ne veulent pas pour autant devenir américains. Mais pour le reste, c'est plutôt dévastateur. Y compris dans l'image de l'Amérique, où justement on retrouve ce point commun avec Poutine. Poutine annexe la Crimée, lui il parle d'annexer ces territoires-là, mais fondamentalement, même si la méthode est différente, c'est un peu la même vision du monde. Général Trinquant, vous, votre photo, elle s'est inscrite directement dans les livres d'histoire. Oui, tout à fait. Alors c'est la fameuse photo de l'Algarade dans la Maison Blanche entre le président Trump et le président Zelensky. Je crois que c'est intéressant parce que ça a eu un double effet. Du côté américain, les masques tombent. Il y a un véritable guet-apens qui est monté contre le président Zelensky avec le binôme Vance-Trump qui est tout à fait anormal. Et même avant cette image-là, il y a un journaliste qui intervient sur la tenue de Zelensky, donc pour le déstabiliser en quelque sorte, avant cette algarade. Donc les masques tombent du côté américain. Là, il y avait vraiment le langage de Poutine dans la bouche de Vance et de Trump. Mais de l'autre côté de Zelensky, il y a eu un effet pervers pour M. Trump qu'il n'avait pas mesuré, c'est qu'en Ukraine, tout le monde s'est regroupé derrière le drapeau. Monsieur Zelensky est rentré en Ukraine et là, les Ukrainiens ont dit on est abandonné par les Américains, mais on a un président et on va rester en soutien de ce président. Et donc ça, c'est l'effet qu'a obtenu Monsieur Trump, c'est de ressouder l'Ukraine et de durcir la position ukrainienne. Pourquoi ? Parce que dans la négociation, comme en face, vous avez Monsieur Trump qui prend exactement les éléments de langage au Kremlin. Un mur, on ne bouge pas, on annexe les 4 Oblats plus bien sûr la Crimée, on dénazifie l'Ukraine, tous les éléments étaient dans la bouche des négociateurs américains, et jusqu'à aujourd'hui. Et là, le président Zelensky, il est obligé aussi d'ériger un mur, et donc lui il ne bouge pas en disant « c'est même pas moi, c'est la Douma qui doit décider de l'annexion ». Donc vous comprenez bien que c'est le peuple ukrainien complet contre vous êtes, et pas seulement contre Zelensky, qu'au passage vous pouvez détester, on sait qu'il le déteste, mais c'est pas moi qui compte, c'est l'Ukraine. La séquence, vous l'avez dit, avait sidéré le monde. Et aujourd'hui, ce sont les Américains qui déchantent. Selon un sondage CNN, 59% des sondés sont désormais mécontents de l'action du président américain. C'est plus que le mécontentement de Joe Biden contre Joe Biden à l'époque, et plus que Barack Obama. On va retrouver Justine Jankowski en direct de Washington. Justine, on disait, il est le président le plus impopulaire à ce stade de son mandat depuis 80 ans. Oui, surtout, ce qui est intéressant avec ce dernier sondage, c'est que ce chiffre, en fait, il dégringole à chaque mois, depuis le mois de février. Et la raison principale ici, c'est l'économie. En fait, globalement, les Américains sont mécontents et inquiets de la guerre commerciale. Ils pensent que, la majorité des Américains, en tout cas, pensent que les États-Unis vont entrer en récession. Et ce qu'il faut voir, c'est que certains des électeurs de Donald Trump, en fait, se rendent compte qu'ils vont être frappés au portefeuille quand ils font leurs courses ou s'ils ont des entreprises, s'ils font des affaires, alors que c'est justement la promesse qui a fait élire Donald Trump. Pendant toute sa campagne, il a répété qu'il allait faire baisser l'inflation, qu'il allait rendre sa grandeur à l'Amérique, et c'est pour ça que la majorité des Américains l'ont élu, pour ça et pour son programme sur l'immigration. Alors si on regarde les derniers sondages en détail, en fait on voit que ce sont majoritairement bien sûr les démocrates qui désapprouvent, mais aussi les indépendants. Il ne faut pas s'imaginer non plus que
que c'est tout un pays qui se retourne contre Donald Trump. Nous, en reportage, on continue à rencontrer des fans, des supporters de la première heure du président américain qui lui font confiance sur le long terme et qui disent on sait qu'il a des talents de négociateur, qu'il va pouvoir négocier des deals, des accords commerciaux avec les autres pays et ainsi relancer l'économie américaine. Merci beaucoup Justine Jankowski avec Mathieu Derrien en direct de Washington pour ces précieuses remontées de terrain. Alors ça ne fait que 100 jours. Il a le temps de non pas renverser la table mais d'inverser la tendance. Mais aujourd'hui, Maud Kessar, qu'est-ce qui ne fonctionne plus ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus. D'abord, l'état de droit aux États-Unis. Mais pour revenir très rapidement sur ce que disait très justement Justine Jankowski, attention à l'effet de loupe des sondages de CNN. Sur le terrain, les partisans de Trump sont toujours extrêmement pro-Trump. Et pour une raison simple, c'est qu'ils ne s'informent pas sur CNN. Ils s'informent via les réseaux sociaux et via Trump Fact News, puisque c'est cette vérité alternative que Trump propose à ses électeurs en les confortant. Donc on a quand même un clivage important dans les espaces informationnels américains. Vous avez d'un côté à Washington les gens qui disent Liberation Day, la photo de tout à l'heure, c'était le pire jour en fait pour l'Amérique parce que c'est le point de bascule et c'est une des erreurs majeures des 100 jours de Trump. Et de l'autre côté, vous avez des partisans MAGA qui croient encore en un président qui peut être fort et surtout qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien peut-être pour eux, c'est ce que Trump veut leur mettre en avant en ce qui concerne l'immigration. Trump a été élu sur un programme qui avait pour but de renvoyer un certain nombre d'immigrés, surtout illégaux, pas forcément légaux, même si c'est attaqué aux immigrés légaux aussi, dans leur pays. Il l'a fait de manière spectaculaire. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Salvador. L'idée étant de lutter contre l'insécurité, les gangs. C'est ça la priorité des Américains et c'était ça le programme de Trump. Et l'inflation aussi. Et l'inflation aussi. Pour l'instant, le porte-monnaie des Américains n'est pas touché. Donc, ceux qui peuvent réagir dans cette bérésina, ce sont en fait les milieux financiers et les investisseurs qui sont en train de se retourner contre Trump. Et puis, il y a une personne très importante dans cette équation, c'est le patron de la Fed aux États-Unis, Powell, qui est en bascule et qui devrait rester encore normalement en poste pour 1 an. Et c'est lui peut-être qui peut tenir un petit peu, retenir Trump par les bretelles, je dirais. Rapidement, Marc Semo et ensuite Général Trinquant. Oui, effectivement, l'économie, alors pour le moment, ça ne se fait pas encore beaucoup sentir, mais la plupart des experts prévoient une récession. Aussi, des hausses de prix qui seraient dues même pas tellement à une inflation qu'au fait qu'on risque des pénuries au niveau de composants, de biens importés, etc. Donc, il y a cet élément économique qui risque de beaucoup peser. Et là, y compris pour des gens qui, comme vous le disiez très bien, vivent dans une réalité parallèle en s'informant sur, pour faire simple, les médias trumpiens, et bien là, le choc sera là. En revanche, ce qui est quand même très impressionnant, et vous l'évoquiez, c'est la façon dont il met systématiquement en œuvre, alors au-delà de toutes les polémiques, les tweets, les contre-tweets, les déclarations, ce que ces théoriciens ont appelé la théorie unitaire du pouvoir, c'est-à-dire le fait d'élargir toujours plus les compétences du président de la République américaine, des États-Unis, et là-dessus, c'est une lame de fond, et c'est quelque chose qui avance. Alors lui, c'est un peu confus, mais là-dessus, quand on regarde, et c'est ça la différence avec le premier mandat, il a ce plan qui est celui de l'Heritage Foundation, qui est une des fondations les plus conservatrices à Washington, et il l'applique. Regardez la réponse à cette question posée par Axios. Aujourd'hui, la moitié des Américains, ce n'est pas rien, considèrent Donald Trump comme un dictateur dangereux. Quand on leur demande est-ce que Trump est un dictateur dangereux dont le pouvoir devrait être limité avant qu'il ne détruise la démocratie américaine, 52% des sondés sont d'accord. Au-delà de ce sondage, est-ce qu'on est face à une Amérique plus fracturée que jamais, Général ? Oui, mais l'Amérique était fracturée avant les élections. Souvenez-vous, on se posait beaucoup de questions. Et la victoire de M. Trump est certainement due à ses talents d'acteur, mais aussi à l'incapacité du Parti démocrate d'amener un candidat qui tenait la route. Tout à l'heure, Maud parlait du comeback. Oui. C'est extraordinaire. Ça montre le personnage de cinéma qu'on a face à nous. Parce que c'est ça, en fait. Oui. C'est un personnage qui vous explique qu'il pourrait assassiner quelqu'un sur la 5e avenue. On croirait toujours qu'il est innocent. Et que ça va continuer comme ça. Et donc, je pense qu'il y a une résilience des différents électorats américains sur cette base-là.
Et puis, il a la réputation d'être un grand négociateur, ce qui est totalement faux. Je rappelle que pendant son premier mandat, il a raté toutes ses négociations. Contre la Corée du Nord, contre l'Iran, avec les Afghans, et même certains annoncent les accords d'Abraham. Mais je rappelle que les accords d'Abraham, la raison de ce qui s'est passé aussi, c'est le fait que la Palestine n'était pas comprise dedans. Donc c'était un fauteur de guerre, d'une certaine façon. Donc les gens oublient complètement ça. Et lui arrive à faire croire qu'il est un grand négociateur. Et là, depuis 100 jours, on s'aperçoit que les négociations avec les Iraniens, il n'y a rien. Avec les Ukrainiens et les Russes, il n'y a rien. Donc pour l'instant, installer le chaos. Vous savez, les néocons, je me souviens à l'époque 2003-2004 où j'étais à New York, les néocons qui m'avaient abordé m'avaient dit, vous savez, on veut apporter le chaos et regarder les effets. Et en fonction des effets, on verra comment on réagit. Donc c'est une façon différente de voir l'organisation du monde, très dangereuse, mais bon, qui peut avoir des effets. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré à cette question. 100 jours, Trump et le monde, qui a mis l'autre KO? On en parle avec le général Dominique Trinquant, on en parle avec l'économiste évidemment Marc Toiti, avec Marc Semo, journaliste spécialisé dans les questions étrangères, collaborateur au Monde et à Challenge, et avec Maude Kessar, directrice du domaine Euratlantique à l'IRSEM. C'est ce qu'on pourrait appeler une gifle infligée par la Chine à Donald Trump, qui pensait faire plier Xi Jinping sur la question des droits de fer, mais il a perdu, en tout cas les premières manches de ce bras de fer, et c'est bien lui qui a dû reculer. La preuve en images et en son. Des droits de douane supplémentaires sur les biens chinois entreront en vigueur à minuit ce soir. Ce sera comme ça jusqu'à ce qu'ils passent un accord avec nous. 145%, c'est très élevé. Et ce ne sera pas aussi élevé. Ce ne sera pas aussi élevé. Nous serons très gentils. Ils seront très gentils et nous verrons ce qui se passera. Mais en fin de compte, ils devront conclure un accord. Faute de quoi, ils ne pourront pas traiter avec les États-Unis. Alors, pour l'instant, les Chinois ne sont pas très gentils avec Donald Trump. Ils ont rappelé qu'il n'y avait aucune négociation en cours avec les Américains et ils ont même lancé un avertissement. Écoutons. Cette guerre tarifaire a été initiée par les États-Unis. Si les États-Unis veulent résoudre le problème par le dialogue et la négociation, ils doivent cesser de menacer et de faire pression et mener un dialogue avec la Chine sur la base de l'égalité, du respect et des avantages mutuels. Alors, allons plus loin. Cartes et chiffres à l'appui avec vous, Marc Toiti, économiste très pédagogue. Nous allons vous expliquer comment Xi Jinping a fait plier le président américain. Et avant cette démonstration, un chiffre qui, selon vous, Marc Toiti, montre qu'à ce stade, la Chine est le grand gagnant de ce bras de fer. C'est l'excédent commercial. Alors, et surtout le grand gagnant, effectivement, des perspectives de droits de douane. C'est-à-dire que, en fait, beaucoup d'industriels dans le monde, pas seulement aux États-Unis, ont anticipé ces droits de douane et donc ont acheté énormément de produits chinois, à tel point que la Chine a battu un record d'excédent commercial. Regardez ce chiffre incroyable, 1082,56 milliards de dollars d'excédent. Donc pour la Chine, donc ce qui veut dire que pour l'instant, c'est le grand bénéficiaire de ces droits de douane, du moins de ce débat autour des droits de douane. Et ça, il faut bien prendre conscience que la Chine a plusieurs armes, notamment l'arme du taux de change. On l'a vu pendant cette crise, l'euro par exemple, s'est apprécié par rapport au dollar, parce qu'il y avait une volonté d'ailleurs erronée, je pense, de la part de Trump, de faire baisser le dollar, ce qui est très dangereux pour les États-Unis. Sauf que la devise chinoise, le yuan, elle, s'est dépréciée. C'est-à-dire comme ils contrôlent effectivement le yuan, il y a le contrôle d'échange, donc ils réussissent à avoir un yuan sous-évalué. Aujourd'hui, à peu près 7,30 yuan pour un dollar, alors que le niveau d'équilibre, c'est 3,50 yuan pour un dollar. Et grâce à cela, ça leur permet justement d'exporter davantage. Il faut bien prendre conscience que la Chine, elle a aussi besoin de son commerce extérieur. Puisque le commerce intérieur, c'est-à-dire la demande intérieure, la consommation souffre aujourd'hui en Chine. Il y a une crise immobilière, donc elle a besoin également d'exporter, d'où effectivement ces accords. Puis dernière arme des Chinois par rapport aux États-Unis, très important. Ils ont 1000 milliards de dollars
de bons du Trésor américain. Donc c'est quand même pas rien, c'est une arme, on peut les vendre et donc on peut faire monter les taux d'intérêt des États-Unis. Et 2, ils ont 3200 milliards de dollars de réserves de change. Donc moi, depuis le début, je le dis, les États-Unis et la Chine devront trouver un accord. Parce que les deux ont intérêt à cet accord, sinon ça serait évidemment suicidaire, peut-être plus pour les États-Unis que pour la Chine, mais les deux y perdront inévitablement. C'est très intéressant ça, parce que c'est d'ailleurs le pari de Donald Trump, mais pour l'instant, son bras de fer, il s'est un petit peu enrayé. Et ça, on peut vous le montrer avec 4 infographies, les 4 manches, là où tout s'est joué dans cet affrontement Pékin contre Washington. Alors, la force première de la Chine, c'est être indispensable, Marc, parce qu'elle contrôle 70% des terres rares, 90% du raffinage des terres rares et 50% des batteries électriques. Ça, c'est dangereux pour les États-Unis, mais également pour le monde entier. Parce que n'oublions pas que l'un des grands dangers donc, de la Chine, c'est que si la Chine n'arrive pas à exporter vers les États-Unis, elle va inonder également l'Europe de ses produits. Donc attention, c'est-à-dire que dans le match aujourd'hui Chine-États-Unis, c'est Chine-monde en fait. Et quand on voit effectivement cette suprématie chinoise, on se dit quand même, on est des enfants de cœur. C'est-à-dire comment a-t-on pu laisser faire ça? Rappelez-vous à l'époque du Covid, on avait dit oui, maintenant on va arrêter d'être trop dépendant de la Chine. Qu'a-t-on fait? Malheureusement, rien, et on est toujours aussi dépendant des produits chinois. Deuxième arme redoutable de la Chine face à Donald Trump, sa capacité évidemment à chatouiller, c'est ce que disent les experts, le consommateur d'en face. Les effets se font déjà un peu sentir pour les consommateurs américains au niveau des produits et de leur disponibilité. Complètement, on a bien vu d'ailleurs que Trump a fait machine arrière sur par exemple les produits high-tech, notamment évidemment on pense à l'iPhone, bien entendu. Et donc globalement, c'est sûr que s'il y a un problème d'approvisionnement, à ce moment-là, qui va payer à la fin? C'est le consommateur. Ça va générer une augmentation de l'inflation, c'est vrai pour les Américains mais également pour nous, mais globalement les Chinois ils ont une autre arme encore une fois, c'est ils ont fait depuis déjà quelques mois ce qu'on appelle du dumping. Ça veut dire ils ont baissé leur prix. Les Chinois vendent à perte aujourd'hui pour gagner des parts de marché. Donc ce qui fait que évidemment là aussi on n'a pas forcément les moyens de répondre par rapport à cela. Là, la troisième, évidemment, la troisième arme de Xi Jinping face à Donald Trump, c'est miser sur les erreurs de l'autre. Et évidemment, avec Donald Trump, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, la grande erreur de Donald Trump, ça a été, selon moi, de vouloir favoriser un dollar faible. Et ça, c'est très dangereux parce que qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? C'est le poids du dollar dans le système monétaire international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui où nous parlons, le dollar, c'est encore à peu près 65% des réserves de change dans le monde. L'euro, c'est moins de 20%. Le dollar, c'est encore 50% des transactions dans le monde. Alors que le commerce américain, ce n'est que 11% du commerce mondial. Ce qui veut dire que quasiment 80% du commerce en dollars n'est pas américain. Si demain le dollar baisse, fortement, ce que voulait Trump. Maintenant, il s'est un petit peu calmé, mais si c'est le cas, alors à ce moment-là, beaucoup d'investisseurs vont se dire pourquoi commercer en dollars? Ils vont peut-être également hésiter à aller investir aux États-Unis. Donc ça, je pense, c'est la grande erreur justement de Donald Trump. C'est pourquoi il est revenu un petit peu en arrière. Et également, vis-à-vis, je dirais, de la Chine et des marchés au sens large, il a un petit peu paniqué quand il a vu que les taux d'intérêt des obligations de l'État américain commençaient à augmenter. C'est là où il a effectivement reculé, et donc d'où l'intérêt de trouver un accord. Mais les Chinois aussi ont besoin de cet accord, parce que, encore une fois, leur premier moteur, ce sont les exportations. C'est justement le point 4e, le bluffer sur la stratégie économique, puisque les Chinois, ils ont aussi besoin des Américains. Complètement. La demande intérieure aujourd'hui, elle est très faible en Chine. En fait, les Chinois ne se sont pas encore remis complètement du Covid. Ils sont tellement enfermés tout le monde, etc., qu'ils ont perdu des parts de marché. Au profit d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, de l'Inde. Aujourd'hui, la première locomotive de la croissance mondiale, ce n'est plus la Chine, c'est l'Inde. On va par exemple, si on parlait des iPhones tout à l'heure, on produit de plus en plus d'iPhones en Inde aujourd'hui. Et donc, on a vu que dans les accords justement entre les États-Unis et le reste du monde, ils sont en train de développer des accords avec l'Inde. Et ça, c'est aussi un danger pour la Chine. Et la Chine, donc, qui a perdu des parts de marché vis-à-vis de l'Inde, elle a du mal à les retrouver. Donc, ce qui fait que, encore une fois, moi je pense qu'on trouvera un accord inévitablement, parce que sinon, évidemment, ça sera perdant-perdant. Tout le monde, évidemment, y perdra, et y compris nous, les Européens. Tout à l'heure, on parlait de la récession. Vous savez que les derniers chiffres viennent de sortir sur les indicateurs avancés de l'activité. Bizarrement, pour l'instant, aux États-Unis, il n'y a toujours pas de récession. Même le FMI a annoncé une croissance de 1,8%. Par contre, où est-ce que la récession arrive? Chez nous, en France
et dans la zone euro, chiffre des directeurs d'achat, encore ce matin, chiffre d'Eurostat. Donc ça qui est très inquiétant. Nous risquons, nous les Européens, les Français, d'être les dindons de la farce. Donc on a vraiment intérêt à trouver un accord. On voit bien, Trump a donné un coup de poing un petit peu violent. Il faut maintenant se calmer, il faut calmer le jeu, sinon évidemment on va au-devant d'une crise économique et financière dramatique. On poursuit, merci Marc Toiti, ce débat. On voit à quel point Donald Trump a secoué le cocotier, mais dans cette séquence, Général Trinquant, qui était une séquence aussi diplomatique, est-ce que Donald Trump a été humilié par Pékin ? Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est la réaction de Pékin. Dès les décisions prises par les Américains, en fait, le président Xi est allé faire sa tournée des pays de la région, avec en particulier des alliés importants, japonais et sud-coréens, des Américains. Et le président Xi était là, posé là aussi pour des photos, avec tout le monde. Et donc, d'une certaine façon, c'est un revers pour les Américains, parce qu'ils s'aperçoivent que les Asiatiques, plutôt alliés des Américains, ont été très perturbés par ce qui s'est passé et se rapproche de la Chine, qui est un marché évidemment très important dans la région. Donc je pense que indirectement, oui, c'est un échec pour Monsieur Trump parce qu'il n'arrive pas à installer sa position. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, il a mis le chaos. Donc c'est pas maintenant qu'on en verra les effets. Les effets, c'est à plus long terme. Maud Kessar. Alors c'est très intéressant effectivement que vous rappeliez que les États-Unis n'ont pas oublié l'Inde, qui est un partenaire stratégique pour les États-Unis de long terme. J.D. Vance s'est rendu très récemment pour discuter avec le président Moody, avec lequel il partage aussi des visions idéologiques, ce qui sert aussi au rapprochement entre les deux États. Et quand on veut jouer la carte de l'Inde contre la Chine, eh bien là on a une carte intéressante à jouer. Donc le bras de fer n'est pas terminé. Les guerres commerciales et l'interdépendance entre les États-Unis et la Chine, ce n'est pas une nouveauté de l'administration Trump 2. On en parle depuis plus d'une grande décennie. Et à ce jeu-là, ce qui est un jeu de patience aussi, effectivement, les Chinois sont particulièrement forts. Ils savent faire preuve de patience stratégique. Toutefois, dans cette région qui est de l'Indo-Pacifique, à laquelle les Américains ont donné priorité, les petites et moyennes puissances de cette zone-là, qui sont des puissances asiatiques, pensent que quand on fait du commerce, on doit savoir se tourner vers la Chine, mais quand on a besoin d'un parapluie militaire, eh bien, on se tourne vers les États-Unis en faisant ce qu'on appelle de la couverture de risque ou du hedging. Et pour l'heure, il n'est pas encore déterminé de savoir de quel côté de la balance ces petites et moyennes puissances asiatiques vont pencher. Une discussion avec les Japonais sur ce sujet serait particulièrement intéressante. Voilà, parce que la vraie question, c'est qu'il y a le doute maintenant, y compris dans ces puissances asiatiques. Alors, J.D. Vance les a un peu rassurés. Il y a eu, mais il y a le doute. Jusqu'où iront vraiment les Américains, au point que les Japonais, comme les Sud-Coréens, se posent la question de leur propre dissuasion nucléaire. Bien sûr. Alors, c'est pas encore un débat ouvert, mais le doute est là. Il y a ce doute, et le doute, il est sur la couverture militaire américaine. Mais il est aussi, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, sur le dollar. Est-ce que le dollar a déjà perdu 8 à 10%? Sauf vis-à-vis du yuan. Parce que vis-à-vis du yuan, justement, il s'est même apprécié. C'est ça qui est complètement fou. Voilà. Et le doute est là. Donc, est-ce que le dollar peut encore être une monnaie de réserve? Jusqu'ici, les États-Unis réussissent, qui ont un déficit budgétaire pire que le nôtre, je crois, 6 et quelques %. Presque comme le nôtre. Parce que nous aussi, on fait, par rapport au PIB, effectivement, on a des déficits. Mais à le faire financer par le reste du monde via leurs bons du Trésor, là, quand même, c'est tout cet échafaudage qui commence à être ébranlé à cause des toquettes de Trump. Ça, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que si effectivement les États-Unis perdent cette hégémonie, alors là, évidemment, ils auront un problème pour financer leur déficit extérieur et budgétaire. Et là, évidemment, c'est une crise mondiale qui pourrait se produire. On va avancer et parler de l'autre bras de fer perdu pour l'instant de Donald Trump face à Poutine. Mais permettez-moi d'accueillir sur ce plateau Michel Scott. Bonsoir. Vous êtes grand reporter TF1 LCI. Vous revenez tout juste du Canada et vous allez nous parler du nouvel ennemi de Donald Trump, le nouvel homme fort du Canada, Carney, qui s'est promis de se venger, selon ses propres mots, de la trahison américaine et qui pense que les Canadiens peuvent justement triompher dans cette guerre commerciale face aux États-Unis. Mais d'abord, souvenez-vous, Vladimir Poutine, plutôt Donald Trump, avait dit « Vladimir, arrête », ce qui n'a pas empêché le président russe de continuer à bombarder. Mais le président américain
ne s'avoue pas vaincu. Regardez ce qu'il confie au magazine The Atlantic face au journaliste Jeffrey Goldberg, qui lui dit « Poutine ne me semble pas être le genre de personne qui dirait « Oh, eh bien, Trump m'a dit qu'il voulait arrêter, alors je vais arrêter ». Et Trump lui répond « Vous pourriez être surpris. Il n'est pas nécessaire que ce soit des armes. Il existe de nombreuses formes d'armes. Il n'est pas nécessaire que ce soit des armes à balles. Il peut s'agir d'armes assorties de sanctions, d'armes bancaires. Je vous rappelle que c'est la guerre de Biden. Je ne vais pas me laisser abattre. Je ne veux pas me laisser abattre. C'est une guerre terrible. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu. » Quand il pense qu'il peut encore faire plier Poutine, il est lucide, réaliste, rêveur ? Non, je crois qu'il se berce d'illusions. Monsieur Poutine a une stratégie bien développée, établie, répétée par Monsieur Lavrov, enfin répétée par tout le monde, qui va au-delà de tout ce qu'on peut penser, avec l'annexion des 5 oblats, incluant la Crimée, la neutralisation de l'Ukraine, etc., etc. Et donc, rien ne change. Et Monsieur Poutine a besoin de la guerre. Il a besoin de la guerre, il a augmenté considérablement son budget militaire, il a besoin de la guerre parce que ça lui permet de maintenir la pression sur la population russe. Je rappelle que c'est un dictateur a besoin d'une pression quelconque pour maintenir l'État. Et c'est ce dont il a besoin aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il a besoin, parce qu'il faut bien voir que sur le terrain, il ne gagne pas beaucoup de terrain. Mais c'est pas grave. Si la guerre continue comme ça lui va très bien. C'est pour ça que je ne pense pas à un plan de paix. Est-ce qu'il y aura un moment, un cessez-le-feu qui entérinera les positions où on est, et puis il y aura des accrochages comme il y en a eu depuis 2014 sur le Donbass, etc. Pourquoi pas ? Mais je crois qu'il n'arrivera pas à faire plier M. Poutine, même si M. Poutine, un jour, annonce une trêve pour Pâques, l'autre une trêve pour la grande victoire de la grande guerre patriotique, mais qui ne change rien aux positions sur le terrain. Alors Donald Trump, je le disais, qui s'est fait un nouvel ennemi en la personne de Mark Carney, qui vient d'arriver à la tête du Canada et a promis de triompher des Américains et de ne pas oublier leur trahison. Écoutons. Nous avons surmonté le choc de la trahison américaine, mais nous ne devrions jamais oublier les leçons que nous en avons tirées. Nous devons nous protéger et surtout, nous devons prendre soin les uns des autres. La rancœur canadienne, l'appel à ne pas oublier la trahison américaine, c'est ce que vous avez ressenti, Michel Scott, quand vous êtes allé sur le terrain à la rencontre des Canadiens ? Ça a été la question centrale de cette campagne éclair, puisque je vous rappelle que Mark Carney, qui était le remplaçant de Justin Trudeau, était là de manière provisoire, des élections qui devaient avoir lieu en octobre. Il a tout de suite compris qu'il fallait les faire tout de suite, ces élections, parce que la question centrale était devenue celle-là, la question existentielle pour le Canada, de sa souveraineté, de sa sécurité. C'est pas seulement les tarifs, c'est même sa propre existence. Je rappelle que le Canada est un pays relativement nettement plus jeune que les États-Unis, à moins de 160 ans d'existence, dont la Constitution était encore au Parlement britannique à Westminster dans les années 80. L'acte de l'Amérique du Nord britannique, rapatrié par Brian Mulroney à l'époque. C'est un pays jeune, mais qui s'était jamais posé cette question de son existence, parce que le voisin était un partenaire dont la loyauté était absolument indéfectible, depuis toujours. C'était consubstantiel, si vous voulez, à l'existence des deux pays. Il y a un parapluie, là aussi, depuis toujours, sécuritaire sur le Canada, militaire, c'est le NORAD, mais à tous les niveaux. Et là, la trahison, c'est le terme qu'a employé Carney, mais qu'il a employé pendant toute la campagne, ce coup de poignard dans le dos des Canadiens a été extrêmement vivement ressenti par les Canadiens. Il y a un effet Trump, si vous voulez, sur le Canada, puisque c'est de ça. Oui, il y a eu un effet Trump. À Saint-Jour. L'effet Trump, c'est quoi ? C'est que il a créé ou recréé un sentiment patriotique au Canada, qui n'existait pas. Les Canadiens, comme beaucoup de nations, s'interrogent aussi eux-mêmes depuis longtemps sur ce qui les distingue des États-Unis. Voilà, et ce que eux-mêmes peuvent se demander souvent s'ils ne sont qu'une version édulcorée de cette Amérique un peu plus caricaturale qu'ils ont au Sud. Eh bien, Là, le sentiment, cette urgence et ce sentiment extrêmement vif de la nécessité de leur propre existence s'est fait jour. Les partis qui ont perdu là dans cette élection, c'est la gauche qui a perdu énormément mais qui a gardé un discours traditionnel sur la défense des services publics. Les conservateurs
qui ont dégringolé, mais qui se sont rattrapés sur les derniers jours, qui ont fait une bonne campagne. Hein. Pierre Poilievre, c'est qu'on appelait d'ailleurs le Trump canadien. Oui. C'est un gars de l'Alberta, des prairies, producteur de pétrole, etc. Son discours est resté aussi assez traditionnel. Le pouvoir d'achat. La coupe dans les services publics. Donc on baisse vos impôts, on vous redonne du pouvoir d'achat. Il l'a martelé jusqu'au dernier jour. Pas de 4e mandat pour les libéraux. Tout ça, c'est Justin Trudeau. C'est vraiment l'échec à coup sûr. Tout ça a été supplanté par une seule question. Nous sommes menacés maintenant directement dans notre existence par ce voisin qui offre un contre-modèle absolu, qui tout d'un coup offre un contre-modèle aux Canadiens. Et justement, pour illustrer ce niveau de tension, voire pour certains de rejet avec l'Amérique, regardons ensemble cette séquence que vous avez tournée et on la commente juste après. Mais vous, par exemple, vous allez ramener des livres à la bibliothèque, là ? Ah oui. Vous allez quand même passer par le côté américain ? Mais je vais tenter le coup, sûrement. Bon, bah écoutez, on vous regarde. Hein. Si je tombe, je tombe en pays. Cette petite transgression que se permet ce résident n'est plus un sujet de plaisanterie, en fait, pour les autorités à la bannière étoilée, qui surveillent les contrevenants comme s'il s'agissait de dangereux terroristes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes américain ? Oui. Mais où est-ce qu'on est ici ? Vous êtes au Canada et vous devez entrer par cette porte. C'est vraiment n'importe quoi. It's freaking nuts, c'est complètement fou. Qu'est-ce qui se passe à la frontière entre l'Amérique et le Canada, Michel ? Là, c'est un habitant du coin. Hein, donc, de l'autre côté, on est côté canadien, côté québécois. De l'autre côté, c'est le Vermont. Et ça fait partie des bizarreries que vous pouvez trouver le long de cette frontière, qui est immense, la plus longue du monde entre deux pays. Hein, des milliers et des milliers. Si vous comptez l'Alaska, c'est 8900 km entre les deux pays. Donc, la plus poreuse du monde, si vous voulez, en termes de frontières. Donc, il y a nulle part. Il y a des petits plots qui marquent cette frontière, qui est gérée par une commission binationale depuis 1908. Donc c'est un trait sur des milliers de kilomètres. Donc vous avez des villes comme ça, des petits villages où les maisons sont coupées en deux. Ça. Donc vous aviez une habitude, une tolérance locale qui faisait que tout le monde est voisin, tout le monde, vous passez d'un côté à l'autre. Ça ne veut pas dire que vous pouvez migrer de l'autre côté. Attention, il y a des lois, des règles. Mais ces petites tolérances, ça a été terminé quelques jours après les deux côtés Donald Trump. Côté américain d'abord, non, les Canadiens, ils ne demandent rien, ils sont pas... Si vous voulez, donc là, il y a une représentante, effectivement, du ministère de l'Intérieur, je crois que c'est la ministre de l'Intérieur, qui est venue dans cette bibliothèque et qui a fait de la provocation. Là, de l'autre côté de la ligne, c'est le 51e État, bientôt, n'est-ce pas ? Ils étaient estomaqués, les Canadiens. Et c'est à un niveau microcosmique, si vous voulez, c'était extrêmement révélateur du sentiment de choc, d'abord, des Canadiens. Et là, on n'est plus dans le choc, hein. Là, on est déjà plusieurs semaines après. On n'est plus dans le choc. On est dans la résilience, on est dans le sentiment de trahison, hein, mais on est dans la résilience et il va falloir se battre. Qu'est-ce qu'incarne Carney maintenant ? Et ce qu'il a promis, c'est d'abord sur le plan économique de la réciprocité. Okay, tu mets 25%, je t'en mets 25%. Voilà, c'est un peu ce qu'a fait la Chine, hein, d'une certaine façon, et qui a gagné son bras de fer, vous l'avez dit. Bon. Donc réciprocité. Et deuxièmement, diversification. On ne peut plus vous faire confiance. On ne peut. Et moi, je veux juste conclure là-dessus, Marine, parce que je pense que ça vaut pour les autres thématiques qui ont trait à tout. Oui. C'est que cette administration a détruit en un temps record un nombre incalculable d'accords, de choses, etc. Mais je pense que la chose que l'administration Trump a peut-être mésestimée, c'est qu'ils ont d'abord trahi ce qu'était la parole de l'Amérique, la confiance qu'on peut avoir dans ce pays. Et quel pays comptait le plus sur l'Amérique, ou en tout cas ne se posait même pas cette question, de celle de la loyauté américaine, plus que le Canada, aucun autre. Plus jamais, quand bien même. Vous allez réagir après. Hein, quand bien même les démocrates reviendraient en 2028, d'autres républicains, quand bien même l'histoire serait différente derrière. Quand vous détruisez la confiance, et c'est ce qu'a dit Carney, hein, il a dit dorénavant, on va chercher des partenaires ailleurs. Alors la géographie ment pas, hein, évidemment, ça restera le premier partenaire du Canada, l'Amérique. Bon, mais maintenant il se cherche d'autres partenaires, l'Europe, l'Inde, l'Asie. Etc. Justement, vous êtes bien sur la 26, au bon endroit, devant le grand dossier. Ce
ce soir, 100 jours, Trump et le monde, qui a mis l'autre KO? 100 jours où Donald Trump a fait vaciller, mis en péril parfois l'économie mondiale et l'économie américaine, à tel point que les grands patrons sont montés au créneau pour inciter le président américain à faire marche arrière dans la guerre commerciale qu'il a déclenchée à toute la planète, qu'il a déclarée à toute la planète. Il faut comprendre que je traite avec toutes les entreprises des pays très amis. On s'entend bien avec tout le monde, mais au final, c'est moi qui ai conclu tous les accords. J'ai réalisé 200 accords. 200 accords passés, vraiment. Voici ce que dit Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain. Nous sommes en train de négocier 17 ou 18 accords commerciaux importants. Trouver un accord commercial peut prendre des mois. Mais trouver un accord de principe bon et respectueux avec nos partenaires commerciaux peut empêcher les droits de douane d'atteindre un niveau élevé. Ça vous a fait rire en plateau, hein. 17-18, on est loin des 200 promis par Trump. 200, c'est quand même plus que les nations avec lesquelles les États-Unis font du commerce, puisqu'ils sont 193 à ma connaissance. Donc ça veut dire que où Trump a coupé des pays en deux, où il a fait sortir certaines îles inconnues avec lesquelles il négocie des tarifs douaniers. Et au rythme où ça va, donc sur les 90 jours, ça ferait donc quand même beaucoup de négociations par jour en 90 jours, si je ne m'abuse. Que dit l'économiste? Oui, non, mais c'est bon, c'est clair. Donc, je viens de vous dire, 17 pays, c'est déjà pas mal finalement. Oui. Parce que globalement, et même nous, Européens, parce que bon, c'est la stratégie aussi, c'est-à-dire qu'il a tapé très fort, puis maintenant on nous a mis quand même 10% de droits de douane. Ah, il est sympa Trump, c'est-à-dire on est presque content d'avoir que 10%. Mais le problème est là, c'est la réelle économie, c'est-à-dire que finalement, Trump, il revient en arrière quand il voit qu'il a été trop loin, et c'est peut-être ce qui est à la rigueur rassurant. Effectivement, vous les évoquiez, certains patrons nous disent, là, peut-être que vous avez été trop loin, et donc il s'est calmé. On a également des pays, on parlait du Canada tout à l'heure, il faut oublier que le Canada, 77% de ses exportations vont vers les États-Unis. C'est-à-dire que c'est à peu près 25% de leur PIB, alors que les exportations des États-Unis vers le Canada, c'est à peine 1,5% de leur PIB. Donc ça va être compliqué de leur faire mal. Et surtout, comment réagir? Parce qu'ils réussiront certainement à tisser des liens avec d'autres pays. Ça va prendre du temps. Donc c'est là où on a besoin, encore une fois, d'un accord, de trouver des accords. C'est le pari de Trump. Alors, ce qui sera gagnant ou pas, il y a quand même un élément qui manque pour l'instant dans son pari, dans sa stratégie, c'est les impôts. Parce qu'il avait promis justement une baisse d'impôts. Et si à ce moment-là, on baisse les impôts pour inciter justement les entreprises étrangères ou américaines à investir aux États-Unis, là, ça peut passer. Mais s'il n'y a pas cette baisse d'impôts, alors là, ça sera plus compliqué justement d'inciter ces entreprises à investir aux États-Unis. On poursuit ce débat avec vous, Jade Partouche. Vous nous avez rejoint à l'aune de l'alerte des grands patrons américains. Racontez-nous. Oui, effectivement, les grands patrons américains sonnent l'alerte. Donald Trump s'est entretenu avec eux, ils l'ont prévenu, effectivement, vous le voyez sur cette citation, que le pire était à venir, la possibilité de rayon vide pour les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, selon plusieurs rapports, les expéditions chinoises vers les États-Unis ont chuté de 60%. Juste pour le mois d'avril. Exemple très concret, Hapag-Lloyd, c'est l'un des principaux armateurs mondiaux de transport maritime de conteneurs. Ses clients ont annulé 30% de leur expédition vers les États-Unis. Les ports de Californie, précisément celui de Los Angeles, qui est la principale porte d'entrée des produits asiatiques, a vu ses arrivages en provenance de la Chine baisser de 30% selon les médias américains, qui sont assez inquiets. J'écoutais ce matin des reportages de Brendan Murray, c'est un journaliste de Bloomberg qui est spécialisé justement sur les questions du fret maritime aux États-Unis, qui disait hier, si rien n'est fait, nous allons être confrontés à des pénuries de produits de consommation courante au cours du second semestre de l'année. Les droits de douane, en fait, ont laissé assez peu de temps aux entreprises pour ajuster leur stratégie d'approvisionnement. Et donc, je regardais, il y a certaines négociations qui sont menées en interne directement, selon certains médias chinois. Le géant de Walmart, vous savez, cette grande enseigne d'approvisionnement américain, a rencontré en fait des responsables chinois il y a un mois tout juste. Walmart aurait demandé aux fabricants chinois des réductions de prix, notamment sur les secteurs de l'habillement. En somme, faire peser les droits de douane américains sur le fournisseur chinois. Pas plus tard qu'hier, le gouverneur de la Banque de France confiait à nos confrères de RTL « Je suis frappé par l'imprévisibilité et la désillusion américaine. L'économie américaine est en voie de retournement négatif. » Pourquoi Noël et pas maintenant? Tout simplement parce qu'en fait, là, ça tient pour la simple et bonne raison que, pour le moment, l'économie américaine est dopée par deux choses.
les effets de stockage des entreprises, 2, la consommation anticipée des ménages. Sur le premier week-end d'avril, c'est le Figaro qui donne ce chiffre, Apple a noté une hausse de plus de 30% de ses ventes, juste sur le premier week-end d'avril. La preuve de l'anticipation des Américains, raison pour laquelle Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor américain, invité sur Fox News hier, disait ceci: « Nous avons d'excellents distributeurs, je suppose qu'ils ont commandé par anticipation, je pense qu'il y aura des substitutions et ensuite cela dépendra de la vitesse à laquelle les Chinois s'engagent dans une désescalade. » Donc les entreprises qui pouvaient se le permettre, parce qu'il faut se le permettre, il faut avoir les fonds nécessaires, ont passé des commandes en amont et effectivement acheminer leurs marchandises avant qu'il ne soit trop tard, mais les stocks ne sont absolument pas éternels et si rien n'est fait pour apaiser les tensions, eh bien l'économie américaine vacillera effectivement sur la seconde moitié de l'année. Merci beaucoup, Jade. Général, qu'on mène une guerre sur le terrain ou une guerre économique, il faut embarquer ces soldats avec soi. Et là, on a le sentiment que les Américains sont en train de se retourner contre le président américain parce qu'ils voient les conséquences concrètes sur leur vie quotidienne et pour les vacances de Noël. Oui, le problème, c'est que, si vous voulez, les effets de la politique américaine, de la politique de M. Trump, créent le chaos sur le court terme en espérant un rétablissement sur le moyen terme ou le long terme. On parle par exemple des industries qui vont venir s'installer aux États-Unis. C'est très bien, mais ça ne se fait pas en un jour. Et donc, quand on voit, par exemple, les microprocesseurs taïwanais qui s'installent aux États-Unis, on vous dit, très bien, ça sera bon dans 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans, au passage, c'est la fin de la mandature du président Trump. Donc c'est compliqué. Et aujourd'hui, c'est le chaos. Donc, est-ce qu'on va pouvoir percevoir les perspectives? Je rappelle qu'il y a les midterm elections dans 1 an et demi, enfin un peu plus d'1 an. Et donc, les midterm elections, est-ce qu'on va avoir senti les effets bénéfiques de la politique de M. Trump et non pas uniquement les effets négatifs? Ça va être un élément important, puisqu'il s'est engagé dans sa campagne pour ça. Donc si dans 1 an et demi, il n'est pas capable de justifier ce qu'il avait dit pour sa campagne présidentielle, il va avoir un sérieux problème. Et je rappelle qu'il n'a pas une avance si considérable que ça. Et donc il pourrait perdre la majorité pendant les midterm elections, ce qui lui posera des problèmes pour la fin de sa mandature. Marc Semo. Oui, et on est en plus avec une imprévisibilité totale, parce qu'il y a ce chaos, il y a cette imprévisibilité, et on le disait tout à l'heure, ces doutes des alliés, que ce soit au niveau politique et diplomatique, que ce soit au niveau économique, les premières victimes de Trump, ça a été ses principaux partenaires. Et on l'a vu avec le Canada dont on parlait, le Danemark avec le Groenland, qui était peut-être le pays de l'Union européenne, avec le Royaume-Uni à l'époque où il en faisait partie, le pays le plus proche des États-Unis. Marc Semo rapidement et aussi Maud Kessar. C'est vrai qu'effectivement c'est un pari qu'il a mené Trump aujourd'hui. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas encore la récession parce qu'il y a un taux de chômage quasiment de plein emploi aux États-Unis. Les salaires continuent d'augmenter de plus de 4% par an. On aimerait bien voir ça chez nous. Et parallèlement, il y a quand même une industrie qui l'a anticipé. Je l'évoquais tout à l'heure, où ils ont justement augmenté leurs approvisionnements pour faire face justement à cela. Par contre, si ça dure trop longtemps, s'il n'y a pas d'accord avant l'été prochain, là effectivement pour la seconde partie de l'année, et surtout en 2026, ça risque de poser problème. D'où le fait que M. Trump demande absolument à la Réserve fédérale américaine de baisser les taux d'intérêt. Et c'est là où elle est piégée, parce qu'elle ne peut pas le faire, puisque l'inflation reste élevée. Donc tant que l'inflation est élevée, elle ne peut pas baisser les taux d'intérêt. Et si effectivement on continue le protectionnisme, l'inflation restera élevée. Donc là, c'est là où il y a un petit piège. Donc il faut certainement qu'il baisse les impôts pour relancer ensuite l'économie américaine. Mais c'est un pari risqué. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu pour voir si ça sera un gagnant. Maud Kessar. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce que vous rappeliez, c'est-à-dire finalement le bras de fer, il se joue entre la Fed et le pouvoir exécutif, et c'est un petit peu ce qui pourrait nous tenir ou nous sauver. C'est un premier point de résistance. Le deuxième point de résistance, c'est tout ce qui se passe dans le débat public au sujet de la politique économique de Trump, qui est soutenu par 2 hommes, Peter Navarro et Stephen Miron, qui sont les conseillers économiques de Trump, et qui sont extrêmement contestés, notamment sur leur vision de manipulation de la monnaie et du dollar, qui est une véritable arsenalisation pour Trump, mais qui serait fatale, effectivement, comme vous le rappeliez, à l'économie américaine. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce grand dossier. Il est